Bonjour à tous et à toutes. Alors c'est vrai que ça tangue un petit peu et ça tombe bien, parce que les relations école-famille, c'est quand même ça. On va essayer de voir un petit peu ensemble, et c'est le contenu de ce livre essentiellement, qui est comment est-ce qu'on va travailler dans cette zone intermédiaire entre l'école et la famille, quand l'enfant se met à souffrir, quand les chagrins d'école, quand le mal-être scolaire de l'adolescent, le chagrin d'école de l'enfant s'enracine dans la souffrance du parent, prend une dimension intense avec parfois des difficultés alors à communiquer avec l'école ce qu'on est en train de vivre et à l'école d'y réagir adéquatement. Donc on a l'impression quand même d'une zone un peu floue sur laquelle on est dans le sentiment d'insécurité l'un comme l'autre. Donc c'est pas un livre écrit, c'est écrit du point de vue des parents, comment faire en sorte qu'un parent puisse travailler les chagrins vécus par son enfant dans un espace qu'il ne maîtrise pas. Alors si vous voulez m'entendre à la radio, prenez la radio belge, donc la RTB, le jour de la rentrée des classes. Ça fait plus de 15 ans qu'ils m'appellent, en me posant toujours la même question. C'est ce qu'on appelle un marronnier, hein, si les journalistes ici, vous connaissez ça aussi. Le jour de la rentrée des classes, on me demande toujours, qu'est-ce que vous diriez à une maman qui pleure quand elle dépose son enfant pour la première fois à l'école? Ça fait 15 ans que je réponds la même chose. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs ils ne prennent pas l'enregistrement, parce que je réponds strictement la même chose. Je dis, mais je ne dirai rien à cette maman, je poserai juste une question. Pourquoi est-ce que vous ne pleurez pas plus? Vous vous rendez pas compte de ce que vous êtes en train de faire. Vous déposez ce que vous avez de plus précieux dans un espace où il va inévitablement souffrir. Parce que l'école est un lieu qui va générer naturellement de la souffrance. Hein. C'est pas du tout parce que l'école serait un endroit infernal. C'est parce que, évidemment, la vie en groupe génère naturellement de la souffrance. Et les apprentissages, c'est pas quelque chose qui va de soi. C'est pas si simple. Et ça crée inévitablement de l'inconfort. C'est pour ça d'ailleurs que je ne participe jamais à des projets qu'on appellerait bien-être à l'école. Si vous faites un projet bien-être à l'école, vous allez vendre à des parents quelque chose qui est complètement illusoire. Et vous risquez à ce moment-là d'avoir des parents qui vont vous réclamer l'addition. Je l'explique toujours aux écoles. Si vous dites bien-être, vous allez mettre un 2 sur 10 en maths, vous aurez le parent qui va débarquer en disant « Mais vous aviez dit bien-être permanent, il pleure, hein, mettez-lui 8. » Là, il ne pleurera plus. Et vous aurez à ce moment-là simplement donné l'illusion que l'école, c'est un lieu où on va être tout le temps bien. Évidemment, dans un contexte qui est celui que nous connaissons, qui est le contexte d'hyperparentalité. Hein. Cette hyperparentalité va avoir des répercussions sur les relations école-famille. Donc, si vous avez l'impression que vous pourriez souffrir d'hyperparentalité, ne paniquez pas, hein. C'est pas du tout une tare. C'est juste une tendance liée au fait que vous avez probablement désiré vos enfants, mais même un petit peu au-delà, vous les avez quasiment programmés. Ils sont en gros invités à naître, voire convoqués à naître. Hein. C'est plus un heureux événement, c'est encore moins un accident, c'est une décision, et on se sent donc responsable de tout ce qui va lui arriver. Alors c'est déjà compliqué dans l'hyperparentalité quand ça se passe sous nos yeux. Ça va expliquer, par exemple, des symptômes comme le parent hélicoptère. Hein. De nouveau, si vous ressentez le symptôme chez vous, pas de panique, c'est pas grave du tout. Le parent hélicoptère qui veut que son enfant soit toujours sous ses yeux, tout le temps. T'es où? T'es avec qui? Tu reviens quand? Tu pars où? Qui va générer, par exemple, chez l'adolescent, ce qu'on appelle la bedroom culture, c'est-à-dire explore, mais reste quand même sous mes yeux. Et donc, tu auras dans ta chambre tout ce qu'il te faut. Ton lit, de quoi travailler, de quoi jouer. Et puis, ces mêmes parents vont être terriblement inquiets quand l'enfant sera sur des écrans trop longtemps et ils vont se demander s'ils peuvent le laisser être autonome tout en restant sur leurs yeux. Alors, ce mécanisme, effectivement, de parents hélicoptères, il est quand même mis à mal quand vous devez, en tant que papa ou en tant que maman, parce que l'hyperparentalité n'est pas genrée, hein, ça se partage très équitablement, quand vous devez déposer votre enfant dans cet espace terriblement effrayant qui est par exemple une cour de récréation. Observez, écoutez, dans n'importe quel petit quartier, dans n'importe quelle ville, dans n'importe quel village, vous aurez sur le coup de 10 heures un endroit qui fait un bruit anormal. C'est une cour de récréation. Les enfants y crient anormalement. Vous aurez l'équivalent si vous allez aux eaux de Vincennes et que vous cherchez la cage des babouins. Vous allez aussi la repérer à l'oreille. C'est exactement le même mécanisme. Pas parce que nos enfants sont des babouins, simplement parce qu'on a transformé un espace en territoire. C'est-à-dire que vous avez borné un espace.
Si vous allez aux eaux de Vincennes, vous allez entendre les babouins. Si vous allez les rechercher au Bénin, je vais régulièrement à la recherche simplement de groupes de babouins, mais vous ne les trouverez pas à l'oreille. Hein. Vous allez chercher très longtemps parce qu'ils ne font ce bruit que dans cet espace clos qu'est, par exemple, une cour de récréation, qu'est une école. Ce qui explique, effectivement, que l'école va générer une agressivité. C'est comme ça que font les personnes qui veulent transformer un espace en territoire. C'est pas très compliqué, vous mettez des murs autour. Il y a des politiques qui le comprennent très très bien. Vous avez eu 40 000 kilomètres de murs qui sont apparus ces 10 dernières années. Certains veulent le faire, et peu importe la taille du mur, qu'il ait 1 mètre ou 30 mètres, dès que vous bornez un espace, il génère de l'agressivité, et vous avez donc des comportements de prise de possession du territoire. C'est pour ça que les cours de récréation font tant de bruit, avec des petits garçons qui courent derrière un ballon insaisissable, en criant énormément, en repoussant d'ailleurs les petites filles sur le côté de la cour de récréation. Hein. Si vous prenez une petite fille et vous lui dites « va aux toilettes » ou « traverse la cour de récréation », vous allez voir étonnamment qu'elle fait le tour de la cour de récréation. Parce qu'elle va dire « mais ça c'est le territoire des garçons », elle ne passe pas à travers. Un petit garçon, à 4 ans, 5 ans, passe déjà au milieu. Vous avez donc des positionnements qui sont des positionnements essentiellement liés à une forme d'agressivité hiérarchique. Cette agressivité hiérarchique va se manifester dans les cours, mais aussi dans les classes. C'est ce qu'on appelle le harcèlement, qui est un des thèmes qui est abordé dans ce livre. Comment réagir en tant que parent quand on constate que son enfant, face à l'agressivité hiérarchique naturelle, et de nouveau, la présence de harcèlement dans une école n'est pas un indice de faible qualité de cette école. Hein. Il faut savoir que le harcèlement, c'est pas un indice de déliquescence de nos sociétés, c'est plutôt un marqueur de tension démocratique. C'est-à-dire, en gros, quand vous avez une démocratie, vous avez des luttes de pouvoir dès que vous avez des êtres humains contraints. Vous n'êtes pas des êtres humains placés en situation de groupe contraint, parce qu'en principe, ce groupe-ci est venu librement et vous allez vous séparer au bout de la séance. Les classes, les groupes d'enseignants, d'ailleurs, traversent exactement la même chose, on le voit dans les émissions de télé-réalité, ce sont des groupes contraints, des gens qui sont obligés d'être ensemble, et vous aurez toujours les mêmes mécanismes qui vont se manifester. Dans un premier temps, euphorie communautaire. Début septembre, il n'y a pas de problème de harcèlement, ou très très peu. Regardez dans les téléréalités, ça se passe très très bien. Vous mettez un groupe, ils sont copains comme cochons, ils sont dans un loft, dans un appartement, aucun souci. C'est même une forme d'euphorie. Et les enseignants entre eux diront, je crois qu'on a une bonne atmosphère d'équipe cette année. Alors ça, c'est ce qu'on appelle, nous, la basse saison du harcèlement. Vous aurez une moyenne saison qui va commencer vers la mi-octobre, où les enseignants vont commencer à parler un peu sur le dos les uns des autres. Si vous êtes dans des groupes humains contraints, ne me dites pas que vous ne le faites pas, et d'ailleurs, si vous ne le faites pas, faites-le. Parce que si vous ne parlez pas de temps en temps sur le dos des autres, des trucs du style, si un tel n'était pas là, on serait quand même mieux. Si une telle disparaissait, on vivrait quand même plus sereinement. Ça permet de maintenir l'euphorie communautaire, c'est la moyenne saison du harcèlement. On le voit dès les maternelles jusqu'à la fin des études, ça prend juste des formes différentes. En maternelle, ça prend des formes de bousculade. Plus vous allez monter en âge, plus vous aurez effectivement des mécanismes identitaires qui vont être mis en scène. Par exemple, on ne veut pas jouer avec toi parce que t'es pas beau, parce que t'es laid, parce que t'es roux. Et on va commencer à exclure des groupes. Ça crée des secousses émotionnelles. On parle de moyenne saison du harcèlement parce qu'il ne s'installe pas encore de manière désespérante. Secousses émotionnelles qui, dans un contexte d'hyperparentalité, là, c'est pas le parent hélicoptère qui est en jeu, c'est ce qu'on appelle le parent drone. Deuxième symptôme d'hyperparentalité, si vous voulez, un parent hélicoptère amélioré, c'est-à-dire quelqu'un qui veut toujours le meilleur pour son enfant. Il faut qu'il soit tout le temps content, qu'il soit tout le temps, qu'il ne soit jamais triste, qu'il ne soit jamais en colère, qu'il n'ait jamais peur. C'est pour ça que l'école ne peut pas émettre ce message. Votre enfant n'aura jamais d'émotions compliquées. Bien sûr qu'un groupe humain va en générer. Ce que l'école doit pouvoir dire, c'est s'il les vit, il ne va pas être condamné à être enfermé dedans. C'est la peur durable qui devient l'inquiétude, voire de la terreur. C'est la colère durable qui devient éventuellement de la haine. C'est de la tristesse qui devient du désespoir. C'est tout ça que l'école doit se donner les moyens de contrôler. Et c'est ça qu'un parent attend.
Le parent n'a pas à exiger qu'un enfant ne vive jamais d'émotions. D'ailleurs, y compris dans son environnement familial, ce serait une catastrophe. Le film qui doit être vu et revu par tout parent, c'est vice-versa, qui montre qu'un enfant a besoin de toutes les émotions pour vivre. Et il va les vivre dans le groupe, notamment dans cette période à laquelle va succéder à partir du mois de janvier la haute saison du harcèlement. Et elle est systématique, on la voit à partir du mois de janvier jusqu'à la mi-mai. Vous avez à ce moment-là des enfants qui rentrent en désespérance. C'est-à-dire ils sont désespérés d'être tristes, d'être en colère, d'avoir peur. Et s'ils s'adressent à des adultes qui ne savent pas très bien quoi faire, que ce soit leurs parents ou l'école, ils entrent dans ce qu'on appelle la désespérance. C'est cette espèce de sentiment d'impuissance lié au fait que non seulement ce que je vais le vivre jusqu'à la fin, mais en plus, même si j'en parle à des adultes, ils n'ont pas l'air de trop bien savoir comment réagir. C'est pour ça que le bouquin explique simplement comment réagir quand son enfant vient avec ce type d'émotion, que ce soit en basse, en moyenne ou en haute saison, mais surtout en moyenne et en haute saison, pouvoir tout de suite réagir pour ne pas dénier l'émotion, mais pour ne pas non plus y ajouter les siennes. Les enfants parlent très peu de leur souffrance d'école, notamment dans les contextes d'hyperparentalité. Vous avez seulement 6,9% des enfants qui parlent par exemple du harcèlement qu'ils sont en train de vivre, parce qu'ils ont le sentiment que s'ils en parlent à leurs parents, ils vont créer de la peine chez les parents. Ils auront non seulement leur chagrin d'école à porter, mais aussi la peine qu'ils auront constituée chez le parent en racontant ce qu'ils sont en train de vivre de difficile sur le plan là de l'intégration sociale, simplement. Et évidemment qu'on doit pouvoir, et le livre l'explique, répondre en disant « on sait comment ça peut s'arrêter, je sais aussi comment on va en parler à l'école ». C'est très important dans le bouquin, cette petite période avec les phrases qu'on peut dire, les phrases qu'on ne peut pas dire, les phrases qu'on doit entendre et celles qu'on ne peut pas se laisser dire. Hein. Des phrases du style « vous savez, c'est pas vraiment du harcèlement », ça c'est une catastrophe. On s'en fout que ça s'appelle harcèlement ou autre chose, l'enfant souffre, on ne veut pas entendre, c'est pas vraiment du harcèlement, puis en cascade, votre enfant il est peut-être un peu trop sensible, ou il manque d'humour. Alors là, vous devenez coupable 3 fois, coupable d'être victime de harcèlement, d'avoir des caractéristiques qui ont justifié ce harcèlement, et coupable de ne pas être en mesure, par vos propres moyens, d'en sortir. Évidemment qu'on doit sortir de ça, pour ça les parents doivent comprendre comment l'école peut s'outiller, et c'est un des enjeux essentiels de ce livre, comprendre qu'une école doit, non pas une obligation de résultat, mais une obligation de moyens. Il y a des outils qui existent. L'école doit se mettre en recherche de ces outils parce qu'ils sont mis à leur disposition en cas de difficulté. Le rôle du parent, et on peut comprendre le parent agressif, qui en pleine haute saison, rentrerait dans l'école en disant « stop, il faut que ça s'arrête ». Évidemment qu'il va cristalliser de l'agressivité de la part de l'école, parce que les enseignants vont dire « attention là, l'espace scolaire, c'est nous ». Vous n'avez pas à rentrer dans l'espace scolaire. C'est une des zones dans lesquelles, quand on fait du slalom dans les relations école-famille, on s'égare, qu'on a appelé une zone poudreuse, c'est-à-dire la zone où la neige n'est pas du tout de bonne qualité et où vous risquez des tensions absolues, c'est la cogestion de l'espace scolaire. L'autre zone, c'est le co-enseignement. On verra comment on le met en jeu, y compris dans les devoirs scolaires, par exemple, lorsque les parents se transforment en enseignants, ou lorsque les enseignants devenus parents se transforment en enseignants pour leurs propres enfants. Ils perdent toute leur qualité pédagogique et effectivement, ils sont dans une zone qu'on appelle le co-enseignement. L'autre zone dangereuse, sur laquelle le slalom est difficile, c'est lorsque l'école se met à faire la police des familles. C'est-à-dire explique aux familles, vous n'éduquez pas comme il faut. C'est parce que votre enfant est trop sensible, c'est parce qu'il doit apprendre à rire de lui-même, etc. Là, les parents le reçoivent ça comme un impact très douloureux parce que l'école n'est pas là pour prescrire des manières de faire en famille. Elle est là juste pour gérer ce qui se passe dans les groupes. C'est pour ça que le harcèlement occupe une partie du livre. C'est cette souffrance qui est générée à l'école lorsque un enfant participe à la vie d'un groupe humain contraint avec ce qui va se produire parce qu'il y a cette haute saison qui s'arrête à la mi-mai. Alors, on va me dire, mais c'est une bonne nouvelle, ça s'arrête, donc il n'y a qu'à faire le gros dos tous les ans. Ben non, c'est pas comme ça que ça marche avec les rythmes saisonniers. Basse saison, moyenne saison, haute saison, rebasse saison, et vous mettez en place ce cycle tous les ans. Et vous allez voir, tant chez les enseignants, qui souffrent beaucoup d'être confrontés de manière cyclique aux mêmes difficultés, que chez l'enfant,
cette tendance à concevoir les saisons de manière fataliste. Et vous avez des personnes, quand au mois de juin par exemple, on leur dit regarde, il commence à faire beau, vous disent de toute façon ça va pas durer, on est en Belgique c'est particulièrement vrai, il pleut tout le temps. Et de toute façon ce sera bientôt l'hiver, et ils ne sont plus capables de récupérer pendant les périodes dans lesquelles il y a une forme de régulation, je vais dire spontanée, hein, c'est le principe des phénomènes cycliques, vous récupérez plus. Chez les enseignants, ça crée ce qu'on appelle de l'usure de compassion, et chez les enfants et leurs parents, ça crée des formes de désespérance absolue, parce qu'on a l'impression qu'on est condamné à revivre en permanence la même chose. Le cyberharcèlement est évoqué également dans le livre, parce que c'est pas l'espace familial, c'est l'espace scolaire qui est en jeu. Le cyberharcèlement est toujours relié à des situations de harcèlement dans le groupe réel. C'est juste une caisse de résonance sur le groupe réel qui donne une puissance virtuelle à ce qui est vécu à l'intérieur de ce groupe. Alors ça, c'est les difficultés liées à l'intégration au sein de l'école. Ça prend des formes qui sont le harcèlement, le rejet. Je ne vais pas dire peu importe les mots, parce que c'est justement là qu'il est important, et on va toujours travailler en 3 étapes dans ce livre. Dans un premier temps, on apprend à identifier le phénomène. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Camus, et c'est une phrase qui guide complètement ma vie. Mal nommer les choses, c'est ajouter à la violence du monde. Ça veut dire qu'on doit apprendre à nommer ce à quoi on est confronté, à l'identifier. Et donc il y a des outils, des instruments d'identification qui permettent aux parents de repérer ce que l'enfant est en train de vivre. Pardon, dans ces formes de souffrance, qu'il faut bien le dire, sont souvent des souffrances invisibles. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est révéler, communiquer, utiliser les mots pour dire les choses. Si vous rentrez dans l'école en disant « mon enfant est harcelé, vous devez faire quelque chose », c'est très différent de lui dire que de révéler une émotion. « Mon enfant est triste, il est même très triste, il est désespéré actuellement, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble pour que ce soit moins le cas ?» C'est la même phrase, elle est dite autrement, et elle va générer un autre climat autour de la même problématique. Alors ces problèmes, effectivement, de harcèlement occupent une partie du livre, mais c'est pas le seul espace de souffrance qui génère des chagrins d'école. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a tout ce qui va être relatif à l'idée qu'un apprentissage, ça pose effectivement des difficultés aussi, des moments d'inconfort, et qu'il faut accepter de les entendre, ces moments d'inconfort. C'est-à-dire qu'il faut accepter d'entendre difficultés d'apprentissage temporaires, petite période de secousse, il a l'air d'avoir du mal à comprendre telle ou telle chose, il a l'air d'avoir du mal à mémoriser tel ou tel aspect. Ça va pas aussi vite que les autres, et les devoirs scolaires à ce niveau-là sont un argument d'hérésie pédagogique absolue, dans la mesure où très souvent le parent est la personne la moins bien placée pour réaliser ce devoir scolaire, dans la mesure où il met une tension extrême sur l'acte pédagogique, pour des raisons liées au temps et à la temporalité. Le temps court, tu sais pas encore faire des opérations logiques, tu sais pas, il est 6h, à 6h30, on soupe, on va prendre un burin pour faire rentrer quelque chose qui va rentrer naturellement dans l'esprit de l'enfant, mais qui va rentrer de manière différente pour chacun. C'est ce qu'on appelle la pédagogie différenciée, et qui surtout prend des chemins différents. J'en parle dans le livre. Piaget a commis quand même, c'est pas lui, c'est l'interprétation qui en a été faite, quand il a présenté le schéma cognitif comme un schéma en escalier, que tous les enfants devraient fréquenter de la même façon. Olivier Houdet a bien expliqué, attention, c'est comme ça qu'on crée des fausses pistes pédagogiques. C'est comme ça que les parents ou les enseignants, mais les enseignants, eux, sont formés maintenant à éviter ces fausses pistes, vont forcer des savoirs, forcer des apprentissages. L'enfant va se mettre à rouler en TGV sur un chemin prévu pour un tortillard. Et c'est comme ça qu'on a des sorties de rail, simplement parce que on est dans des fausses pistes, parce qu'on veut aller trop vite. Le temps court, il est 6h, à 6h30 on soupe, et le temps long, celui qui est encore beaucoup plus angoissant, tu sais pas faire 9 plus 2, alors que le petit voisin sait déjà faire 9 plus 12. Et vous reprenez le même burin pour faire rentrer dans la tête de l'enfant ce qui vient généralement, on appelle ça en pédagogie par insight, c'est-à-dire que ça vient parce que 2 fils se touchent et qu'il faut laisser le temps aux apprentissages de se mettre en place. Alors ça veut dire aussi qu'on peut aussi stimuler ces apprentissages, et pour ce qu'on appelle des difficultés d'apprentissage, qu'on essaye d'éviter
de dénommer comme étant des troubles d'apprentissage, parce que le mot trouble a généré l'idée qu'un trouble, c'était quelque chose qui pouvait être très vite transformé en maladie. Un trouble, c'est quelque chose qui n'est pas net, qui n'est pas clair. Évidemment, un apprentissage, c'est pas une voie directe, c'est pas l'autoroute, c'est pas toujours net, c'est pas toujours clair. Donc, si les parents sont en mesure d'entendre le mot trouble sans en faire une maladie, voire toute une maladie, j'ai pas trop de soucis. Quand on en fait systématiquement toute une maladie et qu'on voit se multiplier les dyspraxiques, dysorthographiques, dyslexiques, disent souvent un peu n'importe quoi à ce niveau-là, avec des acronymes, et il y a 2 pages du livre qui sont celles que j'aime le plus, lorsque des parents essayent de communiquer le diagnostic par rapport à leurs enfants en utilisant ce qui en France est une vraie maladie chez vous, c'est les acronymes. C'est-à-dire les TDAH, et vous avez comme ça des tas de lettres qui vont enfermer l'enfant dans un diagnostic qui devient absolument incommunicable, qui fait parfois dévier le champ pédagogique dans le champ médical. Un certificat médical pour demander qu'on laisse le temps aux apprentissages de se réaliser, je ne pense pas que ce soit la bonne piste. Ce sont des stratégies pédagogiques que le parent doit aussi avoir, parfois en changeant complètement de champ d'expérience pédagogique. Il y a plusieurs exemples que je montre par rapport à Bob l'éponge, par rapport à South Park, qui sont des espaces que je choisis expressément comme étant les espaces désinvestis par les parents. Si j'avais utilisé Kirikou, par exemple, le dessin animé préféré des hyper-parents, pas tellement aimé par les enfants, beaucoup aimé par leurs parents. Si vous voulez vérifier, si vous êtes dans un contexte d'hyperparentalité, vous demandez à l'enfant, c'est quoi ton dessin animé préféré? Si il regarde sa maman ou son papa et dit Kirikou, contexte d'hyperparentalité. Si vous sort Bob l'éponge, vous pouvez être rassuré, parce que Bob l'éponge, les parents le détestent. Et ils le détestent, je vais dire pas à juste titre, parce que c'est sur le plan pédagogique superbement construit. C'est un dessin animé, si vous faites de l'imagerie cérébrale, vous allez voir que s'il regarde Kirikou, il ne va pas se passer grand-chose dans sa tête. S'il regarde Bob l'éponge, il va croiser des champs sémantiques, il va avoir une activité multiple. Évidemment, comme les parents sont pour la plupart tombés dans le piège, Bob l'éponge a un rire horripilant, une voix agaçante au possible, quelle que soit la langue dans laquelle il parle. Et vous aurez l'impression d'un monde complètement incohérent, donc vous aurez l'impression que l'enfant perd son temps. En réalité, il associe des champs sémantiques distincts, ce monde est d'une cohérence absolue. Moi, je prescris très souvent dans ma pratique quotidienne des Bob l'éponge, pas aux enfants, aux parents. C'est-à-dire que vous avez des enfants qui viennent avec des phobies scolaires en consultation. Ils viennent le samedi, généralement, c'est le jour où je consulte, et ils viennent au moment où il y a Bob l'éponge, et ils sont obligés de se taper un psy. Pour lui, c'est terriblement déroutant. Si je lui dis ce qu'il attend que je lui dise, tu fais une phobie scolaire, mon garçon, il va quand même falloir aller à l'école parce que c'est une obligation. J'agis tout à fait autrement, je prescris aux mamans des Bob l'éponge. C'est souvent elles qui viennent en consultation. Je dis, pour la semaine prochaine, maman va regarder un Bob l'éponge. Là, le gamin, il vous prend pour un alien. Il se dit, lui, il y a moyen de faire quelque chose avec. Parce qu'il va créer une forme d'alliance avec le parent, avec moi contre le parent, pour revitaliser Bob l'éponge et lui redonner une certaine contenance vis-à-vis de mon parent. J'ai d'ailleurs toujours la même réaction, parce que les gens payent pour venir me voir, et donc ils obéissent. Et ils regardent Bob l'éponge, et à la séance suivante, la maman me dit, c'est quand même pas si bête. C'est même plutôt marrant, parce que Bob l'éponge a fait comme les studios Pixar, ils mettent des formes humoristiques différentes pour les enfants et les adultes au même moment. Donc vous riez en même temps que l'enfant, mais pas nécessairement de la même chose. Et surtout, on a mis en place les conditions d'un apprentissage partagé en passant au-dessus des résistances du parent. Parce que les concepteurs de Bob l'éponge, de manière un peu perverse, ont mis en scène un personnage agaçant pour éloigner les parents de l'écran, de façon à ce que l'enfant avale seul les spots publicitaires. Si vous passez au-dessus de cette résistance-là, vous allez voir que Bob l'éponge, c'est un argument pédagogique essentiel, comme le sont d'ailleurs tous les dessins animés, tout ce qui peut être utilisé de manière pédagogique. Alors, je l'explique dans le livre comment on peut faire de la pédagogie à partir de Bob l'éponge ou South Park si on a affaire à un enfant plus âgé, sans tomber dans le co-enseignement. Quand vous êtes en train de réexpliquer des devoirs aux enfants, et là aussi il y a des trucs pour ne pas aller au bout de ne pas rentrer dans cette zone tourbeuse qu'on appelle le co-enseignement, c'est-à-dire la zone où il n'y a pas de neige. N'essayez pas le co-enseignement, n'essayez pas de dire aux enseignants comment ils doivent enseigner, n'essayez pas d'enseigner à leur place, n'essayez pas de gérer l'espace scolaire, et l'école évite la police des familles.
on se préoccupe ensemble du développement de l'enfant et des émotions qu'il est en train de vivre. Là, on n'aura pas trop de soucis en termes de tension avec l'école. C'est pour ça que l'enseignement, les capacités enseignantes du parent, il doit les éprouver sur des espaces qui sont peu investis par le monde scolaire, y compris Bob l'éponge. Quand vous faites avec Bob l'éponge, par exemple, ce qu'on doit faire, ce que les enseignants qui ont appris comment on enseignait font systématiquement lorsqu'ils font de l'enseignement, c'est-à-dire ils hiérarchisent, parle-moi dans ce cas d'une armoire à tiroirs, avec les tiroirs d'en dessous, connaître, analyser, comprendre, avant de produire une synthèse, avant de prétendre produire une innovation. C'est ce qui fait la différence entre un être intelligent et un con. Très clairement, hein. Vous avez beaucoup de gens qui prétendent sortir des innovations, ils n'ont pas lu suffisamment que pour connaître, comprendre et analyser un phénomène, et donc en produire une synthèse intelligente qui permet alors de produire l'innovation. Si vous dites à un enfant, on va apprendre à comprendre ce qui se passe chez Bob l'éponge, connaître les différents personnages et analyser ce qu'ils sont en train de mettre en scène, et puis tu vas me raconter l'histoire d'un Bob l'éponge. Et après, là c'est le nec plus ultra, tu vas essayer de me produire ton petit épisode de Bob l'éponge. Vous aurez fait acquérir beaucoup plus à votre enfant que prendre votre burin pour lui faire enseigner des opérations logiques qu'une autre personne est en mesure de lui enseigner parce qu'elle va utiliser les mêmes méthodes que celles que vous utilisez pour enseigner Bob l'éponge. Mais c'est des espaces dans lesquels il n'y a pas de tension pédagogique. Le gros problème de l'école, et là c'est le troisième symptôme, hein, parce que rassurez-vous, je n'ai pas oublié l'hyperparent. Premier symptôme, parent hélicoptère. Deuxième symptôme, parent drone, c'est-à-dire je veux le meilleur pour mon enfant, je veux jamais qu'il soit triste, je veux jamais qu'il soit en colère, je veux qu'il soit toujours content. Troisième symptôme, le parent curling, c'est-à-dire celui, c'est le curling, hein, c'est un sport où on lance un palet, et puis vous avez des gens qui frottent comme ça, ils frottent pour que le palet arrive le plus près possible de la cible. On peut imaginer que la cible, c'est le bonheur. l'enfant. Si vous voulez regarder du curling, ça passe à 3h du matin pour le moment sur Eurosport. C'est pas passionnant, hein, franchement. Vous avez un gars qui lance et vous en avez d'autres qui frottent de manière très névrotique. C'est la position du parent lorsqu'il prétend contrôler la trajectoire de son enfant. Il y a deux espaces où les parents deviennent fous, les terrains de football et l'école. C'est-à-dire les deux ascenseurs sociaux. Allez voir des terrains de football, des parents le long des terrains de football, ils se mettent à hurler. Ils sont tous entraîneurs, non seulement de leur enfant, mais celui des autres, mais ils se mettent dans une posture pas possible, au point qu'en Belgique, on a interdit les parents, hein, dans 2 clubs de foot célèbres, le Sporting de Charleroi et le Standard de Liège, et aux Pays-Bas, c'est partout. Aucun parent ne peut être le long du terrain, parce qu'on met trop de tension sur un des ascenseurs sociaux, qui est le football. Le deuxième ascenseur social, c'est évidemment l'école, avec une tension excessive, parce que ça produit de l'anxiété. Un parent performant est un parent qui est capable d'identifier les seuils de compétences de l'enfant, qui arrête le devoir à ce moment-là, et qui simplement signale, là, l'enfant ne comprend pas. Et c'est le deuxième armoire qu'on fournit. Attention, toujours bien ranger les compétences. Là, c'est plus une armoire à tiroirs, ce sont des penderies, et dans lesquelles on va t'apprendre à ranger ce que tu connais. Ce que tu connais, c'est pas la peine de t'exercer pour le faire. On est en période d'examen, par exemple, les parents, leur rôle n'est pas de faire répéter leurs enfants, n'est encore moins d'essayer de prendre leur burin pour mettre le plus possible dans la tête de l'enfant pour qu'il réalise une performance qu'il ne sera pas en mesure de réaliser si vous avez généré un climat anxieux autour de lui. Parce que l'anxiété paralyse la partie du cerveau qui est utile pour, par exemple, retenir des chiffres. Donc, si je vous rends très anxieux, je vous mets un exercice mathématique à réaliser, vous ne saurez pas le faire, même si vous êtes très forte en mathématiques ou très fort en mathématiques, parce que l'anxiété ne permet pas de se mettre en situation de réaliser la performance mathématique. Il y a sûrement ici des mauvais en maths. Ce sont des personnes qui ont simplement décidé que les chiffres étaient anxiogènes, qui d'emblée s'arrêtent. C'est d'autant plus le cas si vous avez été confronté à des parents qui s'énervaient, je l'explique, hein, ce qu'on appelle l'image de la sorcière. Hein. Les enfants n'ont pas peur des sorcières parce qu'elles sont laides. Parce que si on imaginait ça, on peut imaginer, toutes les mamans sont un bas terrible, qu'un enfant aurait peur de sa maman si elle est moche. C'est pas le cas. Un enfant a peur
de la métamorphose qui fait peur dans la sorcière, c'est la transformation. Quelqu'un qui a un visage tout à fait affable, maman avec cette voix si douce, chantonnante, qui dès qu'elle voit quelques chiffres, devient ce monstre éruptant, qui devient ce que j'ai appelé des parents volcans, c'est-à-dire qui rentre en éruption, qui devient tout rouge, qui crache, qui fait terriblement peur à l'enfant. L'enfant se bloque, met en place des schémas défensifs qui sont ceux de l'anxiété, finit par ne plus faire, et ceux qui sont mauvais en mathématiques, eh bien, ils vont comprendre ce mécanisme qui fait qu'on ne myélinise plus le circuit cérébral, et le cerveau c'est use it or lose it, ou lose it, ce que vous n'utilisez pas va se perdre. Et donc, certains vont décider très très tôt que les mathématiques, c'est pas pour eux. Et ils vont pas en faire, ils vont arrêter d'en faire, et ils vont simplement devenir normalement mauvais en mathématiques, ils ne l'étaient pas à la base, ils le deviennent sous l'effet de devoirs qui deviennent des sources d'anxiété. Donc il faut d'abord rendre le climat moins anxiogène. L'enfant va réaliser une performance, il faut juste, par exemple, des examens, il faut le préparer en lui permettant de ranger ses compétences. Et ranger ses compétences, c'est cette triple armoire. Là, il y a ce que je connais, ce que je comprends, qui ne doit plus être exercé. C'est ce qu'on fait parfois jusqu'à la fin de ses études. Je suis professeur à l'université, je sais très bien comment ça marche. Dans les blocus, les étudiants étudient un cours, et puis ils passent à un autre, ils étudient les 15 premières pages, et puis ils passent à un autre. Ils reviennent à leur cours, ils réétudient les 15 premières pages. Résultat, il n'y a aucun prof qui interroge sur les 15 premières pages, on sait très bien que ça sert à rien, celles-là, elles sont maîtrisées par tout le monde. Il faut savoir ranger dans l'armoire. Ça, tu connais. Il y a la deuxième zone, qui est une zone plus flottante, c'est tout ce qui est en voie de connaissance, c'est-à-dire en voie d'acquisition, c'est-à-dire des connaissances flottantes. Les parents le disent souvent, il connaît mais il fait des fautes de distraction. La faute de distraction, elle n'existe pas. C'est juste parce qu'il y a une surcharge cognitive qui fait que vous ne maîtrisez pas encore la compétence, et celle-là, elle doit s'exercer, ça a du sens, de donner dans cet espace-là des exercices à réaliser. Et surtout, il y a la troisième partie de l'armoire, ce que tu ne comprends pas. Et pour beaucoup d'enfants, c'est toute la différence entre la remédiation non ciblée et la remédiation ciblée. Beaucoup d'enfants ou d'adolescents viennent avec leur cours de maths et disent « je comprends rien à mes maths ». Si on range leur armoire et qu'on les aide simplement à ranger cette armoire, ils vont se rendre compte qu'il y a des choses qu'ils maîtrisent, il y a des choses qu'ils sont en voie de maîtriser, et qu'il y a aussi un matériel qui doit être réexpliqué. Là, de nouveau, le parent n'est pas le mieux placé, donc les systèmes de tutorat, qui sont des systèmes dont on explique les fondements pédagogiques à l'intérieur du livre pour voir comment l'activer concrètement, en créant de la détente autour de l'acte pédagogique. Donc c'est quelqu'un qui doit être concerné, impliqué, mais détendu. Ça peut être un cousin, mais il faut l'intéresser. Il ne s'agit pas simplement de dire tu vas le faire avec un de tes copains, avec un de tes cousins. Tu le fais avec ton cousin, si tu réussis, voilà le cadeau que je donne à ton cousin, ça peut même être de l'argent, peu importe, du moment que l'autre est impliqué dans l'action pédagogique de tutorat, c'est très productif. Alors, ce sont tous ces mécanismes qui permettent d'éviter de faire des maladies avec des difficultés d'apprentissage qui génèrent sans doute l'impression d'un trouble parce qu'on ne maîtrise pas nécessairement très bien ce qu'est un apprentissage. Quand il implique des explications nouvelles, et donc là les métaphores que j'utilise le plus sont celles des routes et des autoroutes, parce que c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Vous en avez qui passent par des intelligences différentes, donc d'autres routes. Repérer les types d'intelligence dans lesquels nos enfants sont les plus performants, c'est terriblement utile. Il ne faut jamais oublier que l'école est passée à côté de tous les génies de l'humanité. Ce n'est pas un espace qui va repérer les génies. Je parle aussi à un moment donné des surdoués, par exemple, ou des enfants dits à haut potentiel, en suggérant qu'ils le sont absolument tous. Le haut potentiel, moi je fais souvent des conférences, en Belgique, il y a deux espaces sociologiques, il y a le Brabant Wallon, qui est un endroit où les milieux socioculturels plus favorisés, où les hauts potentiels pleuvent. Vous avez un autre endroit à Charleroi où il n'y en a pas. Simplement milieu socio-culturel défavorisé. Le haut potentiel, quand je fais des conférences sur le haut potentiel dans des espaces dans lesquels beaucoup de parents viennent, parce qu'ils ont l'impression, le sentiment que leur enfant serait un surdoué, j'ai toujours passé 3 minutes difficiles. Je vais leur dire, écoutez, non, rassurez-vous, ils ne sont pas haut potentiel, ils sont juste surstimulés dans les deux types d'intelligence qui sont valorisés à l'école. L'intelligence conceptuelle et l'intelligence verbale.
Mais le cerveau ne peut pas s'équiper pour agir avec toutes les intelligences en même temps, donc on risque d'avoir des difficultés. C'est pour ça que avoir un enfant à haut potentiel, que je préfère appeler un enfant surstimulé dans les compétences valorisées à l'école, n'est pas nécessairement un indice positif de développement. Il faut un enfant qui soit capable de repérer ses potentiels. C'est pour ça que l'école passe à côté des génies. C'est pas un filtre à génie. Hein. Regardez Mozart, regardez Darwin, regardez Einstein. Einstein a dit cette phrase merveilleuse: j'ai commencé mes études quand j'ai arrêté l'école. Parce qu'effectivement, son intelligence n'était pas mathématique, elle était créatrice. Il avait une pensée divergente, il pensait toujours autrement que les autres. Darwin a rendu fou ses enseignants, c'est un très mauvais élève, mais il avait une intelligence naturelle hors norme. Il savait discriminer le chant des oiseaux, il savait repérer le sens dans lequel partait un fleuve, et effectivement c'est un type d'intelligence qui allume des zones cérébrales différentes. Quant à Mozart, il a rendu fou son précepteur, mais il avait une intelligence musicale hors norme. Repérer le type d'intelligence dans lequel son enfant est le plus à l'aise, c'est pour un parent essentiel. Et c'est souvent en allant repérer ce qui l'intéresse. Parce que l'intelligence fonctionne de manière intelligente, elle va s'étraîner là où elle propose des centres d'intérêt à l'enfant, repérer les centres d'intérêt, faire en sorte que tout ce qu'il est en train de mettre en scène, on le met en place de manière significative. C'est ce qu'on appelle les pédagogies ou l'éducation implicite, celle qui avance sans se dire, qui est là clairement le rôle des parents. Et il y a un ensemble de petits trucs qui permettent de repérer comment on peut agir de cette manière-là et en parler à l'école. Pas en disant « mon enfant est intelligent », mais « mon enfant a ce type d'intelligence-là ». Et là, on est dans une zone de coéducation qui crée peu de tension. Vous parlez du développement de l'enfant, de ce que vous en connaissez, ça crée très très peu de tension. C'est la deuxième partie du livre sur les apprentissages. C'est, je pense, celle qui est le plus utile aux parents, parce que c'est là qu'ils mettent le plus de tension. Là, c'est une tension qui est quasiment généralisée. Dans le cas du harcèlement et de l'intégration scolaire, elle concerne beaucoup de parents, mais pas la totalité. La deuxième partie du livre concerne la totalité des parents. Que l'enfant travaille, je déteste ce mot, travaille bien ou mal, il est dans un schéma dans lequel tout le monde s'interroge. J'utilise d'ailleurs ce qui se fait de manière catastrophique dans certains repas de famille, où quand on demande comment va un enfant, le parent répond en signalant un résultat scolaire. Par exemple, ça lui va bien, il a eu 80%. C'est pas ça qu'on demandait, on demande simplement comment il va. Ou pire, et alors comment ça a été à l'école? Il y a toujours une grand-mère, un grand-père ou une tante pour poser cette question. Si ça se passe pas trop bien, vous êtes liquéfié devant les autres, comme si c'était le baromètre de votre évolution. Et vous connaissez très peu de parents qui sont capables de dire ça va normalement, il prend son temps pour réaliser ses apprentissages, et il a bien raison de le faire. Ça, c'est le parent assertif qui laisse du temps aux apprentissages. L'école le fait de plus en plus. L'école se met en mouvement pour essayer d'éviter qu'il y ait un baromètre permanent qui mesure non pas l'intelligence, mais la vitesse de réflexion, et non pas l'évolution, mais la vitesse de la progression. Ça, ce sont des éléments qui, dans la deuxième partie, sont beaucoup investigués parce que c'est aux parents à ne pas paniquer dès qu'ils voient que son enfant a simplement, dans un domaine valorisé par l'école, une progression plus lente. La troisième partie va évoquer essentiellement le domaine qui va du dégoût de l'école à la phobie scolaire. C'est-à-dire, beaucoup de parents viennent, notamment avec des adolescents. Ça, c'est une des causes de consultation les plus fréquentes. Ils s'intéressent pas à l'école. Vous savez, quand on parle de crise d'adolescent, et je sais ce que je veux voir quand j'ouvre ma porte. Quand un adolescent est en crise, je vais avoir un adolescent plutôt goguenard, qui lui a l'air d'aller pas trop mal, entouré de deux parents complètement déconfits. Eux sont en crise. L'adolescent, lui, il l'est généralement pas, il va plutôt bien, et c'est d'ailleurs corroboré par les statistiques qui disent qu'il y a deux pics de bonheur chez l'être humain actuellement, l'adolescence et le deuxième entre 65 et 70 ans. Ça nous en laisse pour la plupart d'entre nous une deuxième chance, mais en tout cas, l'adolescent est quelqu'un qui va plutôt bien. Ceux qui sont en difficulté, ce sont ceux qui s'en préoccupent et qui se demandent ce qu'ils vont faire avec lui et qui font du curling en se disant il faut qu'il avance, il faut qu'il avance, il faut qu'il nous rassure. Et donc c'est important, et l'adolescent, lui, il va pas bouger, il va aller lentement. Il va surtout pas trop s'intéresser aux matières scolaires. Et quand les parents me disent « s'intéresse pas à l'école », j'ai bien raison, c'est pas fait pour ça. Notamment l'enseignement secondaire dit général, il n'est pas fait pour cultiver les centres d'intérêt, il est fait pour préparer l'adolescent
à faire preuve de ce qu'on appelle la capacité, c'est-à-dire l'aptitude à faire son choix, un choix qui est réellement le sien, pas un choix par défaut, au moment où il aura à choisir, en fonction de ses centres d'intérêt, un métier dans lequel il sera à l'aise. Le but du jeu n'est pas de mettre en scène, évidemment que les adolescents s'intéressent plus à leurs jeux vidéo qu'à l'école, c'est plutôt un signe, un indice de bonne santé mentale. L'indice de bonne santé pédagogique de l'école, c'est d'utiliser ce centre d'intérêt. Quand je vois des écoles utiliser Assassin's Creed pour parler de la Révolution française, je me dis là, ils sont partis dans le tout bon. On est en train simplement d'accrocher des connaissances sur celles que l'adolescent est en train de construire. Alors bien sûr que dans Assassin's Creed, il y a des raccourcis. Vous allez quand même parler avec Robespierre, avec Danton, vous allez côtoyer toutes ces personnes, et les raccourcis, c'est le rôle des enseignants de dire comment est-ce qu'on corrige le savoir, à qui, pas comment on disqualifie tout un pan de savoir en considérant que l'école est le seul qui doit les diffuser. Et on constate effectivement que par les jeux vidéo investis de cette manière-là, on va simplement éviter tous ces mécanismes qui sont non pas des dégoûts, des mécanismes d'apprentissage. Les adolescents ont une soif d'apprendre qui d'ailleurs est supérieure à celle qu'on a connue dans la génération antérieure, mais ils n'ont pas envie d'apprendre ce qui fait partie du champ scolaire. Et donc, il faut lui permettre simplement de continuer à préserver, et je terminerai par là, ce qui est le vrai indice d'une réussite scolaire. Un enfant qui préserve son plaisir d'apprendre. C'est ceux-là qui sont effectivement les enfants. Et il faut bien comprendre, j'ai 3 photos moi dans mon bureau. Première photo, on montre une classe en primaire. Deuxième photo, on montre la même classe en secondaire. Et une troisième photo qui va montrer la réussite socio-professionnelle ultérieure de l'ensemble de ces élèves. Entre les 2 premières photos, il y a une corrélation absolue. En gros, si vos enfants ne travaillent pas trop bien en primaire, ça risque pas de s'arranger en secondaire. Donc, ne vous faites pas de soucis, parce qu'allez voir tout de suite la troisième photo. Vous allez voir qu'entre la réussite scolaire, donc les points en gros, et la réussite socio-professionnelle, il n'y a pas de corrélation. Vous avez des élèves qui étaient très mauvais, qui ont fait des carrières merveilleuses, et vous en avez d'autres qui étaient très bons élèves, qui se sont complètement vautrés. Par contre, prenez une 4e photo. Des enfants qui lisent spontanément, ou qui jouent spontanément à des jeux dans lesquels qu'ils utilisent comme vecteur d'apprentissage. Vous avez une corrélation absolue entre ces enfants quand ils sont identifiés et ce qu'on constatera effectivement comme résultat sur le plan de leur réussite socio-professionnelle. C'est ce qu'on a éprouvé à l'université, quand au lieu de faire des examens, un de mes collègues et moi, on a dit on va juste se planter devant la bibliothèque. On va regarder qui vient à la bibliothèque et on met des points. Et on a laissé faire les examens par nos assistants. Eh bien, c'était complètement inutile de faire les examens. Ceux qui ont envie de lire des livres, qui ont envie de connaître, qui ont envie de comprendre, ceux-là ne poursuivent pas les études de leurs parents. Ils sont en train de réaliser leurs vraies études et ils ont simplement développé ce plaisir d'apprendre depuis les maternelles. C'est là le vrai coffre-fort de l'école. Tous ces enfants en maternelle ont le plaisir d'apprendre. Il faut que l'école reste maternelle jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on cultive ce plaisir d'apprendre. Et ça suppose, de la part du parent, un ensemble de compétences pédagogiques qui ne le mettent pas en tension par rapport à l'école, mais permettent de travailler en harmonie autour du développement de l'enfant. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup.